Alors, bienvenue aujourd'hui pour ce troisième midi-conférence dans le cadre des activités de transfert de connaissances de l'IUD. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter des services en dépendance du point de vue des personnes judiciarisées de 16 à 35 ans. Nous avons aujourd'hui, malheureusement, une de nos présentatrices qui ne pourra pas être présente. Heureusement pour nous, il nous reste encore deux excellentes panélistes. Natacha Brunel, professeure chercheur à l'UQTR, directrice scientifique de Réseau 1635 et chercheur à l'IUD, au RISC et au CICC. Bonjour Natacha. Bonjour. Et nous avons aussi Julie Soleil Misson, responsable contenu, valorisation et de la pratique à l'AIDQ. Elle est aussi chargée de cours à la faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal pour le cours de criminologie, drogue et criminalité. Bonjour Julie Soleil. Bonjour tout le monde. Alors, avant de leur laisser la parole, je vous rappelle que nous aurons un temps d'échange pour répondre à vos questions après leur présentation. Vous pouvez déposer vos questions dans l'onglet questions-réponses durant la présentation. Je les soumettrai à nos deux expertes en fin de présentation. Faites attention de ne pas mettre vos questions dans la partie chat, parce que on la regarde moins, les questions, on les prend vraiment dans la partie questions-réponses. Il vous sera aussi possible, si vous le désirez, pendant la partie des questions, de poser directement votre question par micro à nos invités. Pour cela, vous pouvez lever la main. Je vérifierai avec vous que c'est bien, que vous voulez bien prendre la parole et je pourrai vous ouvrir le micro pour que vous posiez votre question. Alors, je laisse tout de suite la parole à Julie Soleil et Natacha et je vous retrouve tout à l'heure. Donc, ça ne sera pas bien long. Alors, bonjour tout le monde. Donc, comme Axel le mentionnait, Nadia ne peut pas être avec nous finalement ce midi. Donc, Julie Soleil et moi, on va tenter de faire honneur à sa préparation. On voulait aussi vous dire qu'on a eu l'excellente collaboration de Sabrina Lapointe et Marie Drolet-Noël, deux étudiantes dans notre programme de recherche en partenariat Réseau 1635. Le plan de la présentation, donc on va faire une mise en contexte en vous parlant de relations drogue-crime, des services en dépendance et les liens avec le concept de désistement de la délinquance, ainsi que le concept de collaboration sur lequel on va élaborer un petit peu. Ensuite, on va vous parler de nos questions de recherche qu'on va aborder aujourd'hui, très brièvement de la méthodologie, et on va passer plus de temps sur les résultats qu'on a obtenus pour la présentation d'aujourd'hui. Il y aura à la fin une période de discussion, conclusion, une période de questions et de réflexion. Donc, ça va être la mise en contexte. Je laisse la parole à Julie Soleil qui va nous parler de relations drogue-crime. Donc, je vais commencer à vous parler de ça. Pourquoi on vient parler des perceptions des personnes judiciarisées dans une conférence midi sur les dépendances? On se rend compte que la relation drogue-crime, c'est souvent fortement interrelié. D'ailleurs, la majorité des personnes judiciarisées ont une consommation qui pourrait être problématique. La majorité aussi des personnes qui suivent un traitement en dépendance ont commis au moins un délit et sont judiciarisées. Et aussi, on voit dans la recherche, dans les affaires, que les pressions judiciaires au traitement sont souvent une source de motivation externe, laquelle peut ensuite être internalisée par les personnes et peut aussi être un levier de changement pour les personnes. D'autres éléments à ajouter aussi, ce sont souvent les mêmes individus qu'on retrouve dans le secteur correctionnel et de la dépendance. Et de plus, on observe des effets des services à long terme et un cumul de services est souvent nécessaire pour ces personnes. Et je vais céder la parole à Natacha pour la suite de la mise en contexte. Oui, donc ce que l'expérience clinique, mais aussi la recherche nous montre, c'est depuis plusieurs années, c'est que les personnes judiciarisées ont souvent non seulement des problèmes de dépendance, mais également d'autres types de difficultés,
comme par exemple des problèmes de santé mentale, des problèmes d'itinérance et des problèmes au niveau de l'employabilité. Alors, plusieurs difficultés. Ça implique donc que des organismes spécialisés dans différents secteurs doivent être mis à contribution pour aider ces personnes-là pour répondre à l'ensemble de leurs besoins. Donc, un seul service peut difficilement répondre à l'ensemble de ces besoins-là qui sont généralement multiples. Donc, ici, on fait déjà ce qu'on pourrait dire un certain appel à l'intersectorialité. On va y revenir tout au long de la présentation. Donc, on a eu envie de vous parler de la délinquance et du concept de désistement de la délinquance aujourd'hui. Donc, le désistement, le mot le dit, ça fait référence à l'arrêt de la délinquance, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, il y a 3 types de désistement qu'on peut observer qui sont documentés à ce jour. Il y a ce qu'on appelle le désistement primaire. Le désistement primaire, c'est ce à quoi on pense plus spontanément. Ça fait référence vraiment à l'arrêt des comportements criminels. Donc, ça s'observe dans le comportement, ou devrais-je dire le non-comportement criminel des personnes. Donc, c'est quand on se concentre beaucoup sur l'aspect récidive criminel. Il faut dire que d'entrée de jeu, les services en dépendance, c'est vraiment beaucoup documenté qu'ils ont une influence certaine sur la récidive criminelle. Un des premiers facteurs de succès ou un des éléments qui s'améliore le plus vite quand il y a des services en dépendance qui sont offerts aux personnes judiciarisées, c'est une baisse de leur récidive criminelle. Donc ça, c'est documenté beaucoup. Donc, les services en dépendance ont un effet là-dessus, ça, c'est assuré. Il y a un deuxième type de désistement qui permet d'augmenter les probabilités que l'arrêt de la délinquance se prolonge dans le temps ou soit plus permanent. Donc, des auteurs qui nous ont parlé du désistement secondaire. Le désistement secondaire, il fait référence à un changement non seulement au niveau des comportements, mais aussi au niveau de l'identité de la personne. Donc, les perceptions d'elle-même qui évoluent dans le temps pour passer d'une identité peut-être plus rattachée à la délinquance à une identité, disons, plus positive ou plus pro-sociale. Là, c'est peut-être pas le bon terme, mais bref. Donc, on parle d'un changement identitaire dans le cas du désistement secondaire. Et ça s'observe dans le récit des personnes judiciarisées. Donc, ce que ça implique, c'est de les faire se raconter et de les écouter se raconter pour être en mesure d'observer s'il y a ce changement identitaire qui s'opère ou qui s'est opéré. Donc, les services en dépendance ont de façon certaine une influence aussi à ce niveau-là. Donc, ils peuvent influencer les processus de changement identitaire des personnes judiciarisées dans ce cas-ci qui ont des problèmes de dépendance. Par exemple, en encourageant les bons coups, donc en insistant sur les forces, les capacités des personnes. Il y a plusieurs moyens qui sont utilisés et dans le fond, les intervenants dans les services en dépendance influencent aussi le désistement secondaire souvent sans le savoir. Donc, et le troisième type de désistement qui est documenté, c'est ce qu'on appelle le désistement tertiaire. Ça, c'est le type de désistement qui peut permettre encore plus d'augmenter la probabilité que le désistement ou l'arrêt de la délinquance se poursuive dans le temps. Donc, le désistement tertiaire, dans le fond, c'est la reconnaissance des autres par rapport au changement comportemental et identitaire des personnes judiciarisées. Donc, cette reconnaissance-là des autres, on l'observe dans la communauté, dans le quotidien, dans l'entourage des personnes judiciarisées. Les services en dépendance peuvent vraiment faciliter le pont, justement, avec la communauté à travers différents moyens, comme l'implication de l'entourage dans les services, comme la collaboration avec des organismes ou des personnes qui sont dans la communauté, dans l'entourage des personnes judiciarisées dépendantes. Donc, finalement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que déjà dans la littérature, on voit, certains auteurs documentent le fait qu'il y a les services en dépendance ont une influence sur le désistement de la délinquance et ça donne que les deux sont interreliés. Alors, par la bande, bien, ça influence aussi le rétablissement de la dépendance. Le dernier concept relié au désistement, c'est le désistement assisté. Donc, ça fait vraiment plus référence au travail des intervenants qui participent, dans le fond, au processus de transformation
au niveau contextuel, au niveau aussi psychologique des personnes qui vont dans les services. Alors, comment les intervenants sont en mesure de faire ça, j'en ai parlé un petit peu, mais il y a des auteurs qui documentent le fait que c'est en développant une bonne relation thérapeutique fondée sur l'écoute, sur la parole, en incitant sur les motivations, aussi en incitant sur les opportunités ou en créant des opportunités et en incitant sur les forces des personnes, les capacités. Je voulais faire une parenthèse par rapport à des résultats d'une étude qu'on a conduite il y a quelques années à l'Institut avec Serge Brochu, Michel Landry, Karine Bertrand notamment. Et un des résultats qui ressortait de cette étude-là, c'était que les personnes judiciarisées dans notre échantillon de personnes dépendantes étaient celles qui semblaient le moins bien réagir au roulement de personnel. Ce qui n'est pas très étonnant, en fait, considérant que les personnes judiciarisées ils ont des enjeux de confiance, ou je devrais dire de méfiance souvent plus importants que les autres personnes dans les services. Donc, je trouvais que c'était digne de mention de rappeler cet élément-là, puisqu'on parlait ici plus de liens ou de relations thérapeutiques. Il y a des auteurs super intéressants comme David Best, qui a écrit un livre récemment, en 2019 notamment, qui porte à la fois sur le rétablissement de la dépendance et sur le désistement de la délinquance, qui nous rappelle premièrement que le rétablissement de la dépendance, oui, ça peut commencer par un traitement clinique spécialisé, mais que ce rétablissement-là va toujours être soutenu par les efforts qui vont être déployés dans la communauté, donc en dehors des services en dépendance comme tel. Il nous rappelle aussi que le rétablissement de la dépendance et le désistement de la délinquance ont des caractéristiques communes, ont des similitudes, parmi lesquelles on retrouve un processus à long terme. Le fait aussi que dans les deux cas, il faut souvent changer le réseau social de la personne. Donc, dans les deux cas, ça semble que ça s'appliquerait. Et aussi la nécessité, selon cet auteur-là, qui a bien documenté le fait de créer des opportunités d'intégration socio-communautaire ou de réintégration socio-communautaire pour ces personnes, qu'elles soient dépendantes et ou judiciarisées. Donc, on embarque dans la partie plus de Nadia. Donc, je rappelle que les personnes dont il est question ici, c'est des personnes qui ont non seulement des problèmes de délinquance et de dépendance, mais qui ont plusieurs difficultés. Encore une fois, ça fait référence à plusieurs acteurs de l'intervention, de différents secteurs d'intervention, que ce soit communautaire ou public aussi, il faut bien le rappeler. Donc, et toutes ces personnes-là, tous les intervenants, incluant les intervenants en dépendance, contribuent vraiment au désistement de la délinquance puis à la réintégration socio-communautaire des personnes, sans toujours s'en rendre compte, évidemment. Donc, nous, on est en train de vous dire que c'est important de travailler ensemble, de collaborer ensemble, c'est souhaitable. On sait que plusieurs le font déjà, mais donc, c'est souhaitable, notamment pour augmenter les chances que des changements identitaires s'opèrent réellement et aussi pour faciliter le fait qu'il y ait une reconnaissance de la part des autres personnes dans l'entourage de ces gens-là qui puissent, une reconnaissance des changements identitaires, notamment de ces personnes-là. Donc, ça fait référence plus dans ce cas-ci au désistement tertiaire dont on a parlé. La collaboration. La collaboration, c'est un terme qui est galvaudé, qui est utilisé à toutes les sauces. Il y a toutes sortes d'appellations pour parler de collaboration. Je ne suis pas la spécialiste dans mon équipe de ça. Nadia s'y connaît mieux, Sylvie Hamel, Bastien Quirion. Donc, la collaboration, on a épluché la littérature depuis plusieurs mois, plusieurs années là-dessus. On peut parler de collaboration interorganisationnelle, collaboration interprofessionnelle. Il y a plusieurs appellations possibles et nous, ce qu'on a décidé, en fait, dans le cadre du réseau 1635 que je co-dirige, c'est d'arrêter une définition parce qu'il n'y a pas de définition simple et unique de ça. Mais nous, c'est la collaboration intersectorielle qu'on a choisi d'utiliser. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est ce qu'on trouve important, c'est de parler du lien ou du partage d'informations
du partage de ressources, d'activités, de capacités de 2 ou plusieurs secteurs d'intervention pour atteindre conjointement un objectif qui ne serait pas atteint par un seul secteur. Donc, c'est la définition qu'on a adoptée dans le cadre du réseau 1635. Donc, on a déjà documenté dans d'autres études, puis plusieurs auteurs l'ont fait, que la collaboration, il faut voir ça sur un continuum. Il y a plusieurs types de collaboration, notamment dans un texte qu'on a écrit, que Karine Bertrand a écrit il y a quelques années. Donc, on peut voir le fait que ça peut être une simple référence à une organisation, un transfert d'informations, de coordonnées, qui peut être sans soutien à la démarche, donc quelque chose d'assez minimal. Il peut y avoir des références avec soutien, avec accompagnement de la personne. Il peut y avoir transfert de dossier, etc. Donc, c'est une coche un petit peu au-dessus de simplement remettre une référence à quelqu'un. Puis, il y a plein d'autres formes qui existent, évidemment, de collaboration. Il y a le terme concertation aussi qui s'ajoute, concertation, partenariat, collaboration, bref. La concertation de 2 intervenants ou plus qui sont dans la vie d'une personne ici judiciarisée et dépendante. Donc, ça peut prendre plusieurs formes, cette concertation-là. Ça peut être de la co-intervention, par exemple. Puis, on sait qu'il y a plein de programmes intéressants qui ont vu le jour dans les dernières années, qui sont peut-être plus sous la forme d'une concertation effective, comme par exemple le PTTCQ, donc le PAGSM, etc. Donc, il y en a des initiatives, des programmes, par exemple, qui existent. Donc, les questions de recherche qu'on a choisies pour la présentation d'aujourd'hui, on aurait pu vous présenter des tonnes de choses, mais on a décidé de vous parler du vécu ou de l'expérience des personnes judiciarisées dans les services en dépendance. Donc, qu'est-ce qu'ils nous en disent? Ensuite de ça, on a décidé de vous parler de ce que les personnes judiciarisées savent et nous ont dit au sujet des collaborations entre les intervenants. Et en troisième lieu, on leur avait demandé quels conseils ils fourniraient à des intervenants, notamment des intervenants en dépendance. Et c'est la troisième question à laquelle on va essayer de répondre à partir de ce que les gens nous ont dit. Ils nous ont dit ça dans le cadre du programme de recherche en partenariat Réseau 1635 que je co-dirige avec Daniel Bellemare, qui est le directeur de la maison de transition Maison Radisson à Trois-Rivières. Donc, Réseau 1635, c'est un programme sur 7 ans de recherche en partenariat et ça implique une quinzaine de chercheurs et surtout 23 aussi partenaires qui eux-mêmes souvent ont plusieurs membres comme des associations pour ne nommer que l'ACCID et l'AIDQ. Donc, il y a 3 axes de recherche dans ce programme de recherche sur 7 ans. Et il y a 6 projets. Donc, aujourd'hui, on va venir vous parler plus de l'action 1, du premier projet de recherche. Donc, on a rencontré en 2019-2020 146 jeunes adultes judiciarisés qui avaient été en contact avec le système judiciaire ou correctionnel au cours des 2 dernières années, qui provenaient de 3 régions. Donc, il y a 3 régions participantes dans le réseau 1635, donc la région de Montréal, de Québec et de Mauricie-Centre du Québec. Et aussi, ils provenaient, tous ces jeunes judiciarisés-là ont été recrutés par des intervenants dans différents secteurs d'intervention, communautaires et publics, qui touchent délinquance ou santé mentale ou dépendance, itinérance et employabilité également. Juste vous dire que j'en profite pour vous remercier tous, vous les intervenants qui nous ont aidés à recruter ces 146 participants pour ce premier projet de recherche. Au final, on a 78 % d'hommes et 22 % de femmes dans notre échantillon et l'âge moyen des participants est de 25 ans. En ce moment, on est en train de faire des entretiens avec les participants à nouveau. Donc, on avait prévu 18 mois environ entre les 2 temps de mesure. Donc, on est rendu à 17 participants de rencontrer et cette fois-ci, on n'a pas besoin là, de passer par les intervenants pour les rencontrer à nouveau. Donc, c'est en cours en ce moment. Simplement vous dire qu'en ce moment, ce qu'on vous présente, c'est des résultats préliminaires qui ont été recueillis au cours des 47 premiers entretiens.
Si on va aux résultats, donc la première question, c'est quoi le vécu, l'expérience des personnes judiciarisées dans les services en dépendance? Donc, le premier constat qui ressort beaucoup, c'est que les personnes judiciarisées nous disent que les intervenants en dépendance sont vraiment aidants. Donc, on a ici, par exemple, Cédric qui nous dit, en passant, c'est tous des noms fictifs. On ne vous présentera pas des extraits pour tous les constats, mais quand on vous en présente, soyez rassurés, ce sont tous des noms fictifs. Donc, bref, dans le cas de Cédric, il nous dit, en parlant des intervenants en dépendance, que tu le vois, que ces personnes-là veulent nous aider. Un autre constat, c'est la question du groupe dans les thérapies plus internes, les maisons de thérapie, est perçue souvent comme étant une modalité d'intervention plus exigeante. Donc, ça a ressorti beaucoup dans les propos de certains participants. Un autre élément dans les constats qui ressort, c'est la question des sorties de fin de semaine. Les sorties de fin de semaine qui semblent être vraiment appréciées, mais les personnes qui nous en parlent nous disent qu'ils sont conscients que ça vient avec des risques de rechute et de fugue également. Donc ça a pris une partie du récit des gens. Ensuite de ça, pour ceux qui ont des suivis externes individuels, ils nous en parlent de façon très positive. On a par exemple André qui nous dit, donc c'est comme voir une amie dehors, la possibilité de jaser avec quelqu'un, c'est bien, et ça me permet de rester conscient de mon processus de rétablissement. Donc, les suivis individuels semblent appréciés. Il y a la question de la réponse adéquate aux besoins de base. Donc, il y a quand même plusieurs participants qui nous ont dit que ça leur donnait vraiment une chance de pouvoir rétablir une meilleure hygiène de vie, par exemple, le fait d'aller dans les services en dépendance. L'autre élément, c'est la question des règlements et de la discipline. Alors là, vous ne serez pas surpris d'entendre que certains trouvent que c'est souvent trop sévère, mais on a aussi plusieurs participants qui sont plus de l'ordre de dire, bien, parfois, ce n'est pas assez strict. Moi, j'aurais besoin que ça soit plus strict parce que, notamment, j'ai besoin d'être encadré pour que ça fonctionne bien. Au niveau de l'encadrement, ici, c'est un autre aspect de l'encadrement qui nous est amené par Cathy, qui nous dit que le fait d'avoir dans l'organisme en dépendance où elle est, d'avoir plusieurs rencontres organisées qui portent sur différents thèmes, pour elle, c'est une forme d'encadrement qui lui convient très bien. Puis elle dit qu'elle va mieux lorsqu'elle se sent encadrée. Donc, si on fait juste vous dire ce qu'elle nous en dit, on pourrait en jaser longtemps des implications de ça, mais c'est ce qu'elle nous en dit. Il y a aussi, en lien peut-être avec l'encadrement, les règlements, la discipline, le fait que les services en dépendance facilitent beaucoup l'établissement d'une routine qui leur est utile dans leur quotidien ensuite. Évidemment, la question des prises de conscience qui sont facilitées par un arrêt de consommation lorsqu'ils sont dans les services. Comme par exemple, Cédric qui nous dit que c'est dans les services en dépendance qu'il a fait toutes ces prises de conscience quand il était sobre, parce que quand il est sobre, ça lui permet de réaliser plus de choses. Donc, et la question de la valorisation de soi qui a pris différentes formes là, dans les entretiens, on a choisi un extrait qui parle plus du fait de donner une responsabilité finalement à la personne. Donc, on a ici Gabrielle qui nous parle du fait d'avoir une responsabilité de travail dans une forme de dépanneur dans une ressource. C'est quelque chose qui lui a semblé très valorisant. Donc, mais il y a d'autres formes de valorisation qui ont été amenées. Les participants nous parlent beaucoup du fait que les services en dépendance ont facilité une amélioration de leurs relations interpersonnelles. On a Martin qui nous parle des relations avec sa famille en particulier. Donc, le fait d'aller en traitement, ça l'a permis à Martin d'améliorer sa relation avec ses parents, qui comprenaient mieux ses réactions selon lui, et ça l'a même permis à son père de lui dire qu'il l'aimait et qu'il était fier de lui, ce qui n'était pas arrivé depuis fort longtemps. C'est un exemple parmi d'autres. Point très important, et ça rejoint des résultats qu'on a eus par le passé. Donc, un des constats principaux de
de cette recherche-là pour l'instant, c'est le fait que le fait d'utiliser un service en dépendance, c'est aidant en soi pour les personnes judiciarisées, même si c'est imposé, par exemple, par la Cour. Donc, on a Gabrielle ici qui nous dit, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais on en a des exemples comme Gabrielle qui nous dit, ben, ça a été une chance en or, dans le fond, que je me fasse arrêter et que je me retrouve en traitement de la toxicomanie. Donc, j'avais besoin de ça parce que je n'aurais pas été capable d'arrêter tout ça. Donc, la question de l'arrêt d'agir qui revient, on a déjà vu par le passé. Donc, il y en a qui sont capables de reconnaître ou qui considèrent vraiment que c'est, comme ici, une chance en or pour le cas de Gabriel. Ce n'est pas le cas de tous, mais bon, il y en a des exemples comme ceux-là. Même si la personne quitte avant la fin, donc il y en a quelques-uns qui nous parlent du fait qu'ils ne se sont pas rendus au bout du traitement, mais qui disent qu'ils ont appris et ça leur a servi et qui ont trouvé ça bénéfique quand même. Et même si la personne a déjà fait plusieurs thérapies, donc ce n'est pas la première fois qu'on en parle, souvent il faut des rechutes et plusieurs thérapies pour arriver à s'en sortir. Donc, Eric qui nous dit, bon, j'ai fait 2 autres thérapies avant, j'ai appris beaucoup, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais tu ne repars jamais à zéro. Donc, voilà. Ce qui revient beaucoup dans le discours au sujet du vécu dans les services en dépendance, c'est l'attitude sans jugement de plusieurs intervenants, ce qui est très apprécié. Donc, on a le cas de Chantal qui parle d'une de ses intervenantes qui ne juge pas le monde, qui ne les regarde jamais croche, qui ne la regarde jamais croche, qui dit que son intervenante a toujours tenté de comprendre, de la comprendre, et elle mentionne qu'elle trouve ça gratifiant et que ça lui permet ça l'aide à réaliser son plein potentiel. Donc, je pense que c'est digne de mention, là, toute l'appréciation par rapport aux intervenants en dépendance à ce niveau-là. On a Benoît aussi qui dit, et là, je fais le pont avec la question du désistement secondaire, notamment, la question de l'identité ou les moyens qu'on peut mettre en place pour faciliter les transformations identitaires. Là, on parle d'intervenants, Benoît nous parle d'intervenants qui lui ont fait remarquer qu'il avait changé ou amélioré son attitude depuis son entrée en thérapie. Donc, ce genre de petits messages-là semblent avoir des impacts positifs. Un autre point qui est ressorti dans les constats puis qu'on trouvait qui était digne de mention, c'est l'appréciation par certains de pouvoir avoir accès à un autre intervenant quand l'alliance n'est pas très bonne avec un premier intervenant. Donc, on trouvait ça intéressant. On a Zachary qui nous parle, par exemple, que son premier intervenant, avec lui, ça n'allait pas très bien, mais que cet intervenant-là était en mesure de voir son potentiel. Il a alors, dans le fond, transféré son dossier à une collègue et Zachary nous dit que ça va bien avec cette collègue-là depuis qu'il va mieux. Donc, ça, c'est un élément qu'on trouvait une piste intéressante à vous signifier. Maintenant, en ce qui concerne les résultats que Nadia devait vous présenter, là, je vais essayer de lui faire honneur. Donc, qu'est-ce que les personnes judiciarisées savent et pensent des collaborations entre les services? Donc, première des choses, c'est que plusieurs ne perçoivent pas de collaboration ou d'action entre les différents intervenants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. On avait déjà trouvé ça dans une étude antérieure. C'est souvent plus ces intervenants qui sont en mesure de nous parler des collaborations qu'ils ont entre eux. Mais on trouvait ça important de les questionner là-dessus. Mais il y en a qui voient des collaborations, mais en général, ils nous parlent plus de la question des références entre organisations, quand ils nous parlent de ça. Donc, des références qui peuvent venir de plusieurs endroits différents, des services judiciaires ou correctionnels, de l'avocat, d'autres intervenants de l'école. Donc, ils nous parlent de références. On a Roger ici qui nous parle d'une référence, finalement, via une infirmière de liaison. Donc, on sait que ça existe dans certaines urgences, par exemple. Donc, un lien entre les urgences et des organismes en dépendance. Donc, ce genre d'informations-là. Au niveau des références, ils nous décrivent des références avec ou sans soutien ou accompagnement, sans accompagnement.
Par exemple, Alice qui dit ils m'ont laissé faire mes démarches tout seul. Alice qui semble considérer que c'est une forme de responsabilisation en soi. Donc, elle ne semble pas considérer que c'est un problème en soi. Donc, c'est bien de le mentionner. Donc, la référence peut se faire avec ou sans accompagnement de ce que les gens nous ont dit. Les avantages dont ils nous ont parlé de ces références-là, c'est que ça les a amenés finalement à éviter, dans certains cas, d'avoir un dossier judiciaire. C'est un exemple parmi d'autres. De connaître l'existence des services en dépendance, comme dans le cas de Gabriel qui ne connaissait pas ça, qui ne savait même pas que ça existait. Il y a plusieurs exemples qu'on aurait pu donner en lien avec l'augmentation de leur motivation à changer ou de leur motivation à être dans les services. Donc, la référence les a aidés en ce sens-là. Bien évidemment, le fait que ça leur a permis d'avoir des périodes d'abstinence dans leur vie. Quand on parle de la prise en charge, parce que certaines personnes nous ont parlé d'une prise en charge qui impliquait la collaboration de plusieurs secteurs autres que l'élément de la référence. Donc, il n'y en a pas beaucoup, en fait, qui nous en ont parlé, mais il y en a plus que ce qu'on croyait. Donc, il y a quelques années, quand on a conduit l'étude d'ARUC avec Serge Brochu, Michel Landry, Karine Bertrand, notamment, on se rendait compte qu'il y avait encore, je pense, moins de choses à dire à cette époque-là, mais certains nous en ont parlé. Donc, ils nous en ont parlé, mais on dirait que peu sont exposés à une forme de coordination des services autour d'eux. Peu nous parlent de PSI ou d'occasion d'être dans une rencontre avec plusieurs intervenants de différents organismes ensemble. Peu nous en ont parlé. On les a questionnés là-dessus. Donc, il y a toutes sortes de modalités possibles dont ils ne semblent pas être conscients s'il y a des choses qui se font à ce niveau-là. Ce qu'ils expérimentent principalement, et ça c'est nouveau par rapport à ce qu'on a trouvé il y a quelques années, ils nous parlent beaucoup de la signature d'un consentement à transmettre des informations. Donc ça, ils en parlent quand même pas mal et c'est l'élément dont ils nous parlent le plus. Donc ils disent qu'ils ont signé un document souvent pour permettre que les intervenants se parlent, mais ensuite c'est silence radio là, pour la majorité des gens de ce qu'on comprend de ce qu'ils nous ont dit. Quand il y a une transmission d'informations entre des intervenants de différents organismes, ce qu'on a comme information, c'est surtout des avantages qui ressortent. Donc, évidemment, ça facilite l'accès aux services pour eux. Ça permet justement de faciliter, par exemple, la rédaction de rapports à la Cour qui peuvent être utiles pour eux ensuite. Comme pour Éric, qui dit que son avocat était en lien avec pas mal tous les services dont il avait besoin, dont les services en dépendance, et que ça l'a aidé ensuite par rapport à la Cour. Il y a aussi des participants qui nous disent que le fait que l'information est transmise, que les intervenants se parlent, ça permet de vérifier un peu la validité des informations. Si on regarde ce qui est souligné, là, pour valider si oui, vraiment, la personne est en démarche ou non. Là. Donc, c'est un des éléments qui est soulevé. Ensuite de ça, il y a l'idée que la transmission d'informations permet d'effectuer un meilleur suivi, un bilan qui les aide eux, qui aide les intervenants entre eux aussi à mieux intervenir avec eux. Donc, on parle d'une forme de continuité des services. Là, ils nous parlent de ça dans leurs mots. Donc, transmettre des connaissances à propos de l'usager. On a Maxime qui nous dit, ils ont appelé mon intervenante qui me suivait. Puis là, il me disait tout. Ils ont envoyé mon rapport. J'ai vraiment aimé ça. Le fait d'appeler l'intervenant qui l'a suivi pour savoir dans quelle direction aller, pour lui, c'est vraiment quelque chose de positif. Donc, c'est des résultats qu'on a encore d'ailleurs dans certains entretiens là, du deuxième temps de mesure, là, où ça ressort que en général, quand il y a une transmission d'informations entre intervenants, c'est apprécié par les participants qui sont des personnes judiciarisées. Évidemment, on parle de personnes judiciarisées et on sait déjà, puis c'est évident qu'il y a un risque attaché à la transmission d'informations et c'est évident que certaines personnes nous en ont parlé. Toute la question de l'enjeu de la confidentialité qui est le nerf de la guerre, je dirais. Depuis toujours, on en parle, à quel point ça peut être compliqué, quelle information on donne, etc.
Donc, évidemment, il y a certains participants comme Cathy qui nous rappelle qu'elle pouvait raconter tout à son intervenante. Ça l'encourageait beaucoup, mais que cette intervenante-là aurait pu briser sa confiance et la stouler, et qui nous dit, mais je ne lui aurais pas dit la vérité après ça, dans le fond. Donc, bref, cette idée-là, évidemment, revient encore, mais il y a quand même beaucoup plus de récits qu'on a recueillis qui sont de l'ordre des avantages là, de la collaboration entre les intervenants à leur sujet. Je passe la parole à Julie Soleil. Donc, on va rentrer dans notre dernière question, hein, qui est quels conseils fournissent les personnes judiciarisées aux intervenants en dépendance? Ils ont parlé de plusieurs éléments qui facilitent la relation thérapeutique, hein, un peu comme rester positif et encourager. Il y a Roger qui dit c'est de ne pas perdre d'espoir, d'y aller peu par petit peu, nous faire dire qu'on fait des affaires correctes. Donc ça revient quand même beaucoup dans le discours des différentes personnes rencontrées. Il y a aussi, bien sûr, de respecter le rythme des personnes et de prendre le temps avec eux où ils sont rendus. Et donc, ça, c'est un élément aussi important dans le discours des personnes rencontrées. Montrer son engagement aussi envers la personne. Il y a d'ailleurs Martin qui le dit bien, que les intervenants mettent un 200% d'effort pour eux, c'est de voir qu'ils arrivent à faire des changements et des choses comme ça. Donc, c'est bien important qu'on le reconnaisse, qu'ils font des efforts. Bien sûr, on a toujours la question d'éviter de juger. Hein. Je pense que Natacha l'a dit tantôt dans la deuxième partie aussi des questions. Je pense que le jugement, le non-jugement est essentiel dans l'intervention thérapeutique avec les personnes judiciarisées et qui viennent dans les services de dépendance. Bien sûr, être à l'écoute, hein, c'est un de nos rôles comme intervenants beaucoup. Et donc, ça revient. Il y a Maxime qui le dit ici. Les autres intervenants, ils n'écoutaient pas, ils parlaient. Faut que tu travailles avec l'autre, puis il faut que tu comprennes l'autre aussi. Là. Donc, c'est vraiment d'avoir cette écoute-là et de laisser la personne parler dans cette relation thérapeutique-là. Un autre aspect qu'on a ciblé aussi, c'est les modalités des services. On voit qu'ils ont nommé certains éléments en lien avec ça. Par exemple, réduire le temps entre les rencontres. Il y a Luc qui disait c'est vraiment long, des rencontres, 2 à 3 semaines, des fois 1 fois par mois. C'était trop long. Aurait aimé avoir des rencontres plus rapidement. Dans ce sens-là. Aussi, un des éléments qui avait été nommé, c'est de favoriser un suivi post-traitement. Et ça, c'est après d'avoir l'occasion de rencontrer d'autres intervenants ou d'être en lien avec d'autres personnes après le traitement. Ça a été aussi bien important et je pense que c'est un élément à ne pas oublier. Donc, si on y va avec la discussion conclusion, donc les éléments importants, je pense, à retenir. Les gens qu'on a rencontrés là, en partant nous ont beaucoup parlé de consommation, énormément dans les récits. Ce n'était pas l'objet principal de notre étude et ça ressortit énormément. Et les intervenants en dépendance, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'ils sont généralement très appréciés par les personnes judiciarisées, même si je sais que ça ne paraît pas toujours. Donc, ils considèrent qu'ils ont un lien privilégié avec les intervenants en dépendance. Ils insistent sur la question de l'empathie de ces intervenants-là en général et l'importance de l'alliance thérapeutique. Les services en dépendance sont aidants en soi, mais pas nécessairement à court terme. On ne le répétera jamais assez, que les processus de rétablissement sont au long cours et que le cumul de services est souvent nécessaire. Ça implique une certaine patience pour atteindre les objectifs reliés à la consommation, mais aussi à la délinquance.
Les services en dépendance sont aidants pour le désistement primaire, donc pour diminuer la récidive criminelle de la délinquance, mais aussi pour travailler sur les changements identitaires de ces personnes-là, ce qui correspond plus au désistement secondaire. Et là où on veut vous amener aussi, c'est le fait que les services en dépendance peuvent faciliter également le désistement tertiaire en créant des ponts avec la communauté pour faciliter la reconnaissance des gens dans la communauté, dans leur quotidien à ces gens-là, des changements qui ont été opérés chez la personne judiciarisée qui a des problèmes de dépendance dans ce cas-ci. Au niveau de la collaboration, on observe une certaine évolution sur ce que les personnes judiciarisées ou dans les services elles-mêmes en disent. Pour avoir moi-même contribué au projet ARUC il y a quelques années, j'ai été étonnée de voir que certains avaient quand même plus de choses à dire qu'à l'époque sur cette question-là. Le projet ARUC nous avait plus informés sur la question de la collaboration dans l'axe 2 auprès des intervenants. On pense que c'est ce qui va arriver cette fois-ci aussi, mais il y a plus d'éléments et la question de la feuille d'information, de transmission d'informations confidentielles ressort plus. Donc, on voit que c'est une pratique qui est plus courante qu'il y a quelques années. Donc, il y a une évolution. Le travail de collaboration est apprécié par plusieurs personnes judiciarisées quand il y en a. Lorsqu'il y en a, ou plutôt que lorsqu'il est connu, parce que, comme je le disais, ça ne veut pas dire que parce qu'il n'en parle pas qu'il n'y en a pas. Hein. Et la question de l'humilité ici, c'est plus en lien avec le fait que, bon, par exemple, si ça ne fonctionne pas avec une personne, bien, le fait de pouvoir transférer à un autre intervenant dans un premier temps, mais ça fait surtout référence au fait qu'on ne peut pas être les seuls à aider ces personnes-là si ils présentent différentes problématiques. Donc, les services en dépendance peuvent aider, mais il faut qu'il y ait la contribution des services dans d'autres secteurs d'activité quand la personne a d'autres types de difficultés. Et il ne faut surtout pas oublier que l'entourage a une importance capitale aussi pour aider ces gens-là. Ils ont une influence, on s'est documenté qu'ils ont une influence notamment au niveau du désistement tertiaire en particulier, mais aussi au niveau du désistement primaire. Bref, on n'est pas les seuls en dépendance. Je m'inclus là-dedans parce que je travaille depuis longtemps dans le domaine, mais les gens en dépendance ne sont pas les seuls, les intervenants en dépendance, à intervenir dans la vie de ces gens-là. Et dans le fond, il faut s'entraider pour être capable de les aider au mieux. Il y a quand même des enjeux de confidentialité encore, il y en aura toujours. Donc, ça nécessite de se parler sur quel genre d'informations on peut transmettre. Les pratiques par rapport à ça, les personnes ne sont pas capables de nous en parler. Nous, on sait que c'est assez variable, mais il y a quand même beaucoup d'évolution de ce qu'on en sait. Du soleil. Au niveau des conclusions, au niveau des conseils, on en a ciblé 4 qui sont bien importants. Continuer d'adopter une posture d'écoute et d'empathie le plus possible, bien sûr. Transférer à un autre intervenant lorsque c'est trop difficile. Si on a le choix, si on peut le faire, je pense que ça peut être que aidant pour les personnes. Aussi de penser au post-traitement le plus possible. Qu'est-ce qu'on peut offrir, comment on peut référer, où on peut accompagner les gens. Et bien sûr, un des éléments qui ressort, c'est d'avoir des suivis plus rapprochés dans le processus d'aide avec les personnes judiciarisées et qui ont un trouble de dépendance. Donc, je termine pour laisser la parole aux gens, mais simplement dire que les personnes judiciarisées se sont exprimées dans le premier projet de Réseau 1635. Dans le fond, c'est au tour des intervenants maintenant de se prononcer. On est dans l'axe 2 en ce moment du programme de recherche Réseau 1635. Donc, les intervenants, si vous n'avez pas déjà reçu dans les régions de Montréal, Québec et Trois-Rivières un sondage en ligne à compléter suite dans le fond, à l'accord de votre direction et des comités d'études. Je prononce aussi clairement sur la question de la collaboration parce que ce qu'on veut mettre en place à l'issue du réseau 1635, c'est un projet pilote d'action intersectorielle dans les 3 régions qui va tenir compte du point de vue des personnes judiciarisées sur leurs besoins, mais aussi des réalités du terrain. Donc, c'est important, s'il vous plaît, si vous pouvez compléter ce sondage-là lorsque vous le recevrez. La parole est à vous. On aimerait vous entendre sur
ce que vous pensez des résultats préliminaires, vos réflexions en termes de pratique et d'organisation de santé aujourd'hui, qui est une infime partie de tout ce qu'on pourrait vous présenter sur les résultats de réseau 1635. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Alors, on va passer à la période de questions. Je vous rappelle les modalités pour poser des questions à nos deux invités. Alors, vous pouvez les déposer dans les questions-réponses. Je vois que nous en avons déjà 4. Pour les questions dans les questions-réponses, je me fais porte-parole et je les soumettrai. Vous pouvez aussi prendre la parole. Je peux ouvrir votre micro pour vous laisser poser une question. Et pour cela, vous pouvez lever la main. Donc, si jamais vous levez la main, faites attention de vérifier. Alors, si vous êtes prête, vous pourrez commencer par une première question. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Alors, la première question, on nous dit « Bonjour, vous dites que le processus judiciaire est parfois un levier de changement. Toutefois, quand nous avons un adolescent ayant une conduite, vous refusez de l'évaluer s'il ne présente pas un feu rouge des panneaux. Comme vous le savez, les jeunes sont souvent méfiants face aux délégués et ne se donnent pas toujours leur juste quant à leur consommation. Cet enjeu est peut-être moins présent avec les intervenants du CRDM. Donc, pourquoi ne pas l'évaluer afin de voir s'il est plus transparent et ainsi évaluer s'il est bel et bien besoin d'une intervention? La question est très pertinente et j'aimerais bien que quelqu'un d'autre donc je suis pas impliquée dans l'organisation, notamment dans le cadre des échanges de nos partenaires de réseau 1635. C'est une difficulté qui existe et c'est moi qui peux y répondre. Merci. Alors, une autre question. On demande si les thérapies en interne, est-ce que c'est toujours des ordres de la Cour? Non, ce n'est pas toujours des ordres de la Cour, mais il y a des ententes qui existent entre les services correctionnels et certaines maisons de thérapie. Donc, mais il y a aussi des gens qui sont dans les services publics qui ont, dans le fond, soit référés par la Cour ou c'est l'avocat qui s'est proposé. Donc, ce n'est pas toujours obligatoire. Puis, il y a des gens aussi, c'est documenté même dans la rue qu'on a vu qu'il y a des gens judiciarisés qui vont dans les services de façon volontaire également. Volontaire. Pas nécessairement par ordre de la Cour, mais parfois, même pour les personnes judiciarisées, la volonté est un petit peu soutenue par plutôt le conjoint ou même l'employeur. Mais bref, ce n'est pas toujours dans le cadre d'un ordre de la Cour. Il y a certaines maisons de thérapie, par contre, qui sont plus spécialisées là, dans les ententes avec les services correctionnels. Merci beaucoup. Alors, nous avons plusieurs mains levées. Alors, je vais proposer aux personnes qui ont levé la main de leur ouvrir leur micro. Alors, je vais commencer. La première personne, j'ai Sarah qui voulait prendre la parole. Alors, je vais ouvrir son micro. Elle va nous rejoindre parmi les panélistes. Hop. Bonjour Sarah. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on s'entend. Bonjour, merci beaucoup pour ces interventions. Je me questionnais sur l'aspect de genre dans vos présentations, puisque vous avez dit que la majorité des participants étaient des hommes. Du coup, je me questionnais, est-ce que cette majorité d'hommes est représentative en fait de la division de genre parmi les personnes judiciarisées? Et est-ce qu'il y a une influence du genre sur les traitements en dépendance? Voilà, merci beaucoup. C'est une très bonne question. En fait, dans le fond, nous, on a des hommes et des femmes qui ont participé. Oui, c'est une très grande majorité d'hommes qui sont dans les services judiciaires, correctionnels, c'est-à-dire. Et donc, ça reflète un peu cette réalité-là, évidemment.
Puis, ce qu'on a l'intention de faire, puisque là, on vous présentait des résultats préliminaires, on a 2 étudiantes notamment qui vont travailler davantage sur la réalité des jeunes filles et des femmes dans notre échantillon, parce que c'est 16-35, notre échantillon. Donc, on a une étudiante qui va se concentrer sur la réalité des adolescentes, pour voir s'il y a vraiment des choses qui sont plus particulières à elles, parce que c'est une question très, très pertinente et intéressante. Puis, la même chose au niveau adulte aussi, c'est une de nos intentions, on s'est engagé à faire ça. Pour le moment, on n'est pas rendu là encore, mais soyez assurés que c'est une de nos priorités. Merci Sarah pour votre question. Je vais proposer à quelqu'un d'autre de prendre le micro. Alors, David, j'espère que vous êtes prêt. Je vous ouvre la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, oups, le micro est fermé maintenant. Ah, ouvre ton micro. Ah, là, ça y est, vous m'entendez? Oui, on vous entend. David est un de nos intervieweurs en passant. Merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment très intéressant. Il y a une chose en particulier qui a piqué ma curiosité. Vous faisiez état que les participants disaient que dans les thérapies internes en dépendance, le groupe était perçu comme un mode d'intervention plus exigeant. Je me demandais quelles étaient les raisons qu'ils donnaient pour expliquer que c'était plus difficile pour eux l'intervention au sein d'un groupe. Oui, dans le fond, j'ai quelques extraits en tête, mais il y en a un notamment qui faisait état du fait que parfois, il y avait une certaine lassitude par rapport aux propos de certains autres participants du groupe et qu'ils avaient comme l'obligation de bien se comporter et d'avoir l'esprit ouvert par rapport à ce que les autres disaient, puis qu'ils ne trouvaient pas ça toujours facile de le faire. Et qui disait que dans ce cas-ci, je pense que c'est quelqu'un qui était dans les services depuis plus longtemps, qui avait de la difficulté à ne pas réagir aux propos des autres participants dans les groupes. Est-ce que je peux me permettre une sous-question et ce sera la dernière? Est-ce qu'il y a à l'inverse des gens qui ont identifié le groupe comme étant facilitant ou plus aidant? On a toujours quelques personnes qui disent que c'est agréable de pouvoir discuter avec des gens qui vivent des réalités similaires, mais il faudrait que je retourne dans les données ou que tu retournes dans les données, David, pour qu'on puisse observer ça. C'est un élément qui t'intéresse davantage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va revenir un petit peu sur nos questions écrites. On nous demande, est-ce que la grosseur, la taille du service, ça peut influencer, avoir un impact sur le manque de communication entre les intervenants? OK. Je pense qu'il y a plusieurs personnes que ça brûle de répondre à ma place sur cette question-là. Écoutez, les données qu'on vous présente aujourd'hui ne nous permettent pas d'affirmer ça. Donc, on ne peut pas vous dire que en tout cas, les gens, les personnes judiciarisées, dépendantes, ne sont pas en mesure de dire ça, mais c'est certain qu'on peut se poser la question et on se la pose. Et que je vous rappelle que nous, ce qu'on veut mettre en place, un projet pilote d'action intersectorielle, donc on n'a pas le choix de se questionner sur ces choses-là et de parler à nos partenaires. Donc, le réseau 1635, il y a plusieurs partenaires assis à la table avec nous dans certains comités. On discute de plein de choses, puis il va y avoir plein d'activités de mobilisation des connaissances et des partenaires à venir dans la prochaine année puis les années subséquentes qui vont nous permettre d'essayer de répondre à des questions comme celle-là. Mais je considère personnellement, là, je réponds pour moi, je ne vais pas répondre pour mes collègues, que ça a une influence certaine. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre une autre question à l'écrit. Je reproposerai aux personnes qui ont levé la main de prendre la parole un peu plus tard. Alors, nous avons des questions de Myriam Beaulieu qui avait participé à notre tout premier midi conférence. Alors, elle nous dit « Merci pour votre présentation qu'elle a beaucoup appréciée. » Elle a 2 questions. Elle demande si les personnes qui présentent un trouble d'usage de substances et qui ont un dossier judiciaire font face à une double stigmatisation et quelle est leur expérience de l'utilisation des services par rapport à cette double stigmatisation. Je vous poserai ensuite sa 2e question. Oui. Je pense que par la bande, le fait que les personnes judiciarisées reviennent souvent sur la question du non-jugement,
Ça reflète à quel point ils sont souvent plus pointés du doigt, stigmatisés, jugés dans leurs propos, mais pas uniquement dans les services en dépendance, là, en général. Donc, ils nous en parlent de façon positive parce que ce qu'on en comprend, c'est qu'en général, ils apprécient l'attitude des intervenants en dépendance, mais le fait qu'ils nous en aient parlé dans la partie où est-ce qu'on les questionnait sur les conseils à donner à des intervenants, mais là, c'était pas uniquement aux intervenants en dépendance que la question était posée. C'était vraiment, ça revenait souvent, s'il vous plaît, arrêtez de nous juger, soyez ouverts. Donc, oui, il y a une double stigmatisation. Puis, il ne faut toujours pas oublier, là, je veux rappeler que ces personnes-là ont différentes difficultés, des difficultés supplémentaires, par exemple, en lien avec l'employabilité, qui affectent toutes les sphères de leur vie, en termes de pauvreté notamment, mais en termes, je dirais, de stabilité résidentielle, etc. Donc, toute la double stigmatisation, elle est présente, c'est bien documenté, mais dans nos résultats, ils nous en ont parlé indirectement en nous disant, s'il vous plaît, les intervenants en général et ceux en dépendance aussi, essayez le moins possible de nous juger parce que ça ne nous aide pas au final. Merci beaucoup. Alors, sa deuxième question, elle précisait que les résultats montrent qu'il reste encore beaucoup à faire concernant les initiatives de collaboration. Et elle demande quelles seraient les recommandations qu'on pourrait faire aux gestionnaires et aux décideurs pour améliorer le travail de collaboration. C'est sûr qu'on a beaucoup d'idées. Ce qu'on essaie de faire dans Réseau 1635, c'est de faire valoir les initiatives déjà existantes. Donc, si vous n'êtes jamais allé sur notre Facebook Réseau 1635, en tapant ça, on a fait des capsules vidéo sur des initiatives déjà existantes qui sont pour nous des porteurs d'initiatives en termes de collaboration intersectorielle pour aider les personnes judiciarisées. Il y en a un qui porte sur le PAGSM de Trois-Rivières, il y en a un autre sur l'organisme, en fait, le programme Toi d'abord à Montréal. Le dernier qu'on a produit concerne la collaboration entre la police de Québec et l'organisme PECH, l'organisme communautaire PECH pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale qui se font arrêter. Le prochain qu'on est en train de préparer, ce sera celui sur le PAGIC à Montréal. Donc, il y en a des initiatives, mais dans le fond, ce que Nadia vous aurait dit, là, de ce que je me souviens, Jules Soleil, tu me diras si je me trompe, mais ce qui est important, on pense, c'est que des programmes, que ça existe des programmes, c'est bien beau, mais si tu ne fais pas partie du programme, si tu n'es pas admis dans le programme, bien, tu ne peux pas en bénéficier. Or, la judiciarisation, la majorité des personnes dépendantes ont des problèmes judiciaires, là. Donc, des fois, on se fait dire, bien, ça ne nous concerne pas, nous, notre clientèle, ce n'est pas des personnes judiciarisées. Oui, c'est des personnes judiciarisées. La plupart ont eu des dossiers, et en ont encore. Il y en a qui sont dans les services. Donc, on parle du même monde, là, tu sais. Donc, nous autres, on milite beaucoup en faveur de ça, mais on sait qu'il y a des initiatives intéressantes. Donc, on ne veut pas partir, tu sais, on ne veut pas réinventer la roue. On part de ça. On part de la littérature, de ce qui a été documenté dans les autres pays. Mais surtout, on part de ce que les gens eux-mêmes nous disent de leurs besoins et de ce que les intervenants, c'est ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment, de ce que les intervenants ont à en dire. Parce que c'est vous autres, dans le fond, les intervenants qui êtes sur le plancher, qui sont en mesure de bien témoigner de comment ça se passe, puis comment ça pourrait se passer selon vous. Donc, on est dans l'axe 2, puis on est en train justement de faire des sondages en ligne qui ne prennent pas beaucoup de temps, qui sont approuvés par vos employeurs, qui vous permettent de les compléter. Donc, on pense effectivement qu'il y a beaucoup à faire encore, mais on peut s'inspirer de choses qui fonctionnent bien déjà. Sauf que peut-être qu'il ne faudrait pas que ça passe par des programmes spécifiques toujours. Il y a le day-to-day, c'est votre day-to-day, la personne que vous avez en face de vous, elle a souvent des problèmes avec la justice. Si, par exemple, on ne sait pas que la personne a vendu de la drogue, mais on ne comprend pas pourquoi elle rechute nécessairement. Donc, c'est sûr que si elle a une accessibilité grande aux produits, ben, elle va rechuter. Donc, à partir du moment où elle rechute, bien là, tu sais, c'est toujours un cercle vicieux. Donc, ne pas regarder ces aspects-là, ça devient problématique à un moment donné. Mais je comprends les intervenants qui disent, mais moi, je suis tannée de me dire, il faut que je devienne un spécialiste en santé mentale, il faut que je devienne un spécialiste en itinérance, il faut que je devienne un spécialiste en employabilité. Tu sais, à un moment donné, la coupe est pleine là, pour une même personne, pour un même intervenant. Donc, collaborons ensemble parce qu'il y en a des gens qui ont ces expertises-là.
Donc, il y a des choses qui existent, mais il y a encore beaucoup à faire. Myriam, tu as raison. Puis, on va essayer d'aider avec le réseau 1635. Merci beaucoup. Alors, je vais proposer à quelqu'un de prendre la parole. Alors, je vois Isabelle Dicker. J'espère que vous êtes prête. Je vous ouvre le micro. Voilà, en fait, une des choses qu'on sait, c'est que ma question tantôt, c'est souvent les thérapies par ordre de cours, c'est pas des bonnes thérapies, même les avocats le disent. Alors moi, j'avais comme un petit doute en disant, oui, dans le fond, tu sais, souvent quand on va un peu forcer les choses, les gens vont peut-être prendre en main, des fois ça peut avoir, des fois quand c'est je voudrais pas que la conclusion dise, ben on va amener les autres parce qu'il y a beaucoup de thérapies qui sont avec des heures de cours qui sont pas bonnes. Puis souvent, ça a l'effet un peu contraire. Puis pour les collaborations intersectorielles avec les proches, elle n'est pas là. À $Cormier, elle n'est pas là. En tout cas, moi, je suis une proche. Elle n'est pas là du tout. J'ai envie de dire des fois, oui, les collaborations, mais quand tu as 19 personnes autour d'une même personne, il y a quelqu'un qui gère les horaires de tout ce monde-là. Et la personne qui est en rétablissement, mettons, qui revient après plusieurs années de consommation, n'est pas toujours en mesure de coordonner tout ça. Donc, j'avais envie de nommer. Puis, tu sais, j'ai un petit doute, là, la collaboration avec le milieu carcéral, là, j'ai comme j'ai un petit bémol là, voilà, pour la personne, hein, où la personne n'a plus de droit, elle était vraiment écrasée. Je vais vous donner un exemple. Un agent de probation est allé chez la personne. L'agent de probation essayait d'aider. Puis je disais, mais pourquoi tu lui as pas dit non? Ben, il dit, parce que c'est du carcéral, Isabelle. Donc, je vais le laisser rentrer chez nous. Donc, j'ai envie de nommer ça aussi. Voilà. Merci beaucoup, Mme Dicker. Votre point de vue est très important. Sérieusement, vous avez raison. Dans le fond, la collaboration, c'est pour éviter un peu ce que vous dites, d'avoir 19 intervenants autour de soi. C'est ça qu'on essaie de voir, comment on peut mettre quelque chose en place qui soit plus facilitant pour la personne, parce que dans le projet ARUC notamment, mais aussi dans certains propos des participants dans le projet actuel, souvent c'est de dire, moi je suis tannée de me répéter aux intervenants. En partant, ils ont des problèmes au niveau de la confiance, là. Ils ont peur que ce qu'ils vont dire va avoir des impacts pour être remonté en dedans, pour utiliser leur vocabulaire ou pour perdre la garde de leur enfant, etc. Donc, ils sont méfiants en partant. Puis là, on leur demande de faire confiance à plein d'intervenants différents qui souvent, pour différentes raisons, là, je ne dis pas que c'est une question d'intention, mais souvent, ils ne se parlent pas entre eux. Donc, la personne, là, elle-même est toujours prise à raconter encore son histoire, puis à devoir faire confiance à une autre personne, puis une autre personne. Donc, nous, ce qu'on se dit, s'il y a comme une forme d'arrimage de tout ça, ça va être moins lourd, justement, pour ces personnes-là qui ont des services un peu partout. Puis, pour le domaine judiciaire correctionnel, il y a d'autres moyens que le carcéral. Évidemment, il y a les maisons de transition qui existent, la libération conditionnelle, l'approbation aussi. Donc, il y a différents angles avec lesquels on peut regarder ça. Mais je comprends tout à fait ce que vous dites. Puis, je sais que ça peut être intimidant et pas évident pour les gens. Merci pour votre intervention. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, je vais vous soumettre les dernières questions que nous avons dans le question-réponse avant de proposer la parole aux 3 personnes qui ont encore la main levée. Alors, on nous demande, est-ce qu'on connaît la proportion d'adolescents qui a participé à ce projet de recherche et si vous avez identifié des spécificités chez les adolescents? Bon, c'est une bonne question. Alors, on a recruté 33 personnes sur les 146 dans le secteur LSJPA, donc des 16-19, je crois, parce qu'il y en a en LSJPA qui ont plus que 18 ans. 33 personnes, à peu près une douzaine dans les 3 régions participantes, le Mauricie, Centre-du-Québec, Montréal et Québec.
Et oui, c'est notre intention. On a 2 étudiantes, dont une étudiante de doctorat, qui se concentre davantage sur les résultats obtenus ou les propos recueillis auprès des adolescents de notre étude. On trouve ça que c'est vraiment très important parce qu'on s'intéresse à la transition à la vie adulte aussi. Au départ, on devait faire 18-35 et on avait décidé d'inclure les 16-35 pour essayer justement de couvrir toute la question de la transition à la vie adulte puis ce que ça implique au niveau des services. Merci. C'est sûr qu'il faut rappeler que là, nous avons droit à des résultats qui sont en toute primeur d'une étude qui est encore en cours. C'est les premiers résultats, donc vous ne pouvez pas encore répondre à toutes les questions auxquelles vous pourrez répondre dans quelques temps. Mais on les prend en note, c'est sûr. On va vous revenir à une autre midi-conférence un moment donné. On sera bien obligé d'en faire un autre. Alors, on nous demande quels enjeux connus et moins connus font en sorte qu'il est plus difficile d'obtenir une collaboration entre les services communautaires et publics. Donc, vas-y, Gilles-Soleil. Ben, je voulais juste dire, parce qu'on ne l'a peut-être pas mentionné aussi, c'est que beaucoup des résultats, la plupart des résultats sortis par le discours des personnes qu'on a rencontrées, c'était vraiment en lien avec les services publics. Pas beaucoup, presque pas beaucoup de monde ont parlé de tous les services communautaires, tout leur lien avec les services communautaires. Et ça nous a questionné beaucoup et on est en train dans la deuxième partie, essayer de voir un peu comment ça pourrait ressortir. Donc, cette collaboration-là n'a pas été nécessaire. Ben là, Natacha connaît beaucoup plus les résultats. Non, c'est-à-dire que je dirais plutôt que la majorité des résultats sur les services en dépendance concernent des maisons de thérapie communautaires. Maisons de thérapie. Oui, les maisons de thérapie. Ce qu'on n'a pas beaucoup, puis merci Julie-Soleil de nous le rappeler, on voulait le dire en début de présentation. Ce qu'on n'a pas beaucoup eu, c'est des propos au sujet des autres types de services en dépendance, de type prévention, réduction des méfaits, puis ça nous questionne. Et là, je veux vous dire que dans le cadre du deuxième entretien, on essaie de creuser un petit peu plus cet aspect-là. Mais beaucoup des résultats qu'on a obtenus qui concernent, en fait, qui sont un peu un reflet du recrutement de notre étude, concernent des services obtenus dans des maisons de thérapie, en services internes communautaires. Et l'autre explication, mis à part le fait qu'on a réussi à recruter davantage dans les services en dépendance communautaire que public, c'est le fait que les services correctionnels ont des ententes avec des maisons de thérapie. Et le troisième élément qu'on peut amener, c'est que c'est un peu normal que le fait que les gens nous parlent plus du 2-3 mois qu'ils ont passé dans une maison de thérapie, c'est un peu plus marquant dans leur parcours que d'avoir rencontré un intervenant une fois qui lui a parlé en termes de prévention et de réduction des méfaits. Donc, on pense que c'est un peu normal que ça ressorte comme ça, mais ce que Julie-Soleil dit, c'est qu'on n'est comme pas tant en mesure avec ces résultats-là, en tout cas pas à partir de ce que les participants nous ont dit, de faire le lien entre le communautaire et le public. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils ont des services des deux. Puis, tu sais, je pensais beaucoup aussi au niveau du post-traitement, tu sais, quand les gens sortent de thérapie et ces choses-là, tous les liens avec le communautaire, avec les autres organismes aussi, tous ces liens-là ne sont pas nécessairement ressortis non plus. Donc, d'aller un peu pousser qu'est-ce que ça veut dire, puis quel genre de service et tout ça aussi. Mais pour répondre à la question, c'est vraiment dans l'axe 2 qu'on pense qu'on va réussir à mieux répondre à ces questions-là, de l'arrimage entre les différents services, les différents organismes, à la fois publics et communautaires. Donc, les organisations qui ont accepté de participer, mais normalement, il y a un courriel qui circule pour participer à un sondage, pour les intervenants, sondage en ligne qui est à peu près une vingtaine de minutes le premier, je crois. Donc, c'est sûr que si on veut que le projet pilote intersectoriel reflète les réalités terrain dans les 3 régions, il faut qu'il y ait des intervenants qui répondent à ce sondage-là. Mais je pense que c'est vraiment avec l'axe 2 qu'on va plus être en mesure d'aller dans les détails des collaborations entre les organisations, qu'elles soient publiques ou communautaires. Merci beaucoup. Alors, pour terminer avec les questions-réponses, nous avons un commentaire de Nancy qui nous dit qu'elle reconnaît plusieurs personnes judiciarisées dans ses résultats.
qu'elle entend parfois des intervenants dire qu'ils sont moins intéressés par cette clientèle, alors que là, elle trouve que ce qui a été proposé, c'est très motivant concernant l'impact que les intervenants ont sur le désistement de ces personnes. Donc, elle vous remercie parce que ça lui a redonné un peu de motivation et pour poursuivre de l'accompagnement avec passion, nous dit-elle. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous avons encore des mains levées. Alors, je vais proposer à Bradley de prendre la parole s'il le souhaite toujours. Bonjour Bradley. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Bonjour. Oui, c'est très intéressant qu'on parle des gens judiciarisés. Moi, je suis autochtone de la région de Montréal, Joliette. J'ai vécu par là il y a une dizaine d'années. Quand on parle d'autochtones, c'est souvent les centres de thérapie qui ne sont pas très, comment je peux dire, que les autochtones ne sont comme pas la bienvenue des centres de thérapie. Souvent, on entend des jugements, la discrimination raciale qu'on appelle. Je me souviens une fois, quand j'ai fait ma thérapie, il y avait un autochtone qui était judiciarisé. Il est comme sous-estimé. Il y a beaucoup de jugements envers des intervenants auprès des J'ai remarqué aussi dans chaque organisation, souvent, la majorité des Autochtones vont se battre pour pouvoir avoir du service. Et souvent, lorsqu'ils sont accessibles, c'est juste par une ordonnance de la Cour. Et souvent, on n'entend pas. J'ai vu aucun organisme pour les Autochtones en général, pour les hommes autochtones. Ça fait pas longtemps que j'ai démarré un projet qui est en lien avec des hommes autochtones judiciarisés qui sortent de détention et qui sont en situation de détresse. Fonder le regroupement des hommes autochtones du Québec pour venir en aide auprès des hommes autochtones qui sont en détresse, pour venir chercher de l'orienter vers un milieu service communautaire et de la communauté d'ailleurs. Et souvent aussi, on parle de toxicomanie, santé mentale, souvent la méconnaissance des services qui ont des professionnels de la santé. Je suis en train de monter un projet avec ma femme, le centre d'hébergement en santé mentale pour la clientèle autochtone dans la région de Sept-Îles. Souvent, qu'est-ce qu'on entend dans le milieu professionnel de la santé? C'est c'est autochtone, OK, gars, on va le laisser aller. Puis, où est-ce qu'ils s'en vont après? C'est ça qui est comme un peu décevant des services en milieu urbain, que la majorité des Autochtones ont pu prendre la parole de pouvoir discuter. On parle des. On met de côté la plupart des Autochtones qui sont judiciarisés. La majorité des cas des gens carcérales, c'est les Autochtones. Et souvent, quand on parle de maisons de dépendance, on ne compte pas la bienvenue dans certaines maisons de thérapie. C'est ça que je voulais amener. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bradley. Je vais me permettre de dire qu'à l'origine, notre programme devait avoir un volet autochtone, puis pour différentes raisons, on a dû laisser tomber, mais on s'est donné comme mandat de développer quelque chose de plus spécifique par rapport au volet autochtone, parce qu'effectivement, d'abord, c'est bien documenté que les personnes autochtones sont surjudiciarisées. Et ce que M. Jacob est en train de nous parler, c'est, tantôt on parlait de double stigmatisation pour les personnes judiciarisées et dépendantes. Les personnes autochtones, ils ont souvent une triple stigmatisation. M. Bradley nous parle d'un problème d'accessibilité aux services et aussi de toute la question de l'empathie, de l'attitude, etc., qui ressort. Donc, évidemment, ça nous fera plaisir, M. Jacob, de rediscuter avec vous pour voir ce que vous faites puis voir qu'est-ce qu'on sait qui pourrait peut-être aider. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous avons une dernière main, le docteur Jean-Robert, à qui je vais ouvrir la parole. On vous écoute et bienvenue. Bonjour. Bonjour. On ne vous entend pas. Faut que vous ouvriez votre micro. Monsieur Robert, votre micro. Voilà. On vous entend. C'est intéressant de vous entendre les liens ou les non-liens entre le réseau et le communautaire. C'est important. Puis à ce sujet-là, je n'ai rien entendu sur les personnes trans.
Avez-vous quelques données à ce niveau-là? Parce que c'est une réalité qu'on rencontre assez souvent en milieu judiciarisé. Oui. C'est-à-dire que dans nos résultats, pour l'instant, les participants ne se sont pas identifiés comme des personnes trans, ceux qu'on a pour l'instant. Donc, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Par contre, on s'y est intéressé dans le réseau 1635, notamment via un abrégé recherche qui a été produit sur cette question-là à partir d'un rapport qui parle finalement de la réalité des personnes trans dans les services. Donc, je vous invite à aller voir sur, je pense, le site Internet du réseau 1635. Dans les documents abrégés de recherche, il devrait en avoir un que vous allez trouver qui résume en 2-3 pages un rapport complet qui porte sur cette question-là. Mais maintenant, pour ce qui est des personnes qu'on a recrutées, on leur a demandé et personne ne s'est identifié comme personne trans, là, à ma connaissance. Là. Mais c'est la raison pour laquelle on n'en a pas parlé. Merci beaucoup pour cette question. Vous vouliez ajouter quelque chose? Je pense que non, c'est bon. Merci beaucoup. Eh bien, je crois que c'était notre dernière question. Nous avons réussi à répondre à toutes les questions de nos spectateurs. Merci beaucoup, mesdames, pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, chers spectateurs et spectatrices, d'avoir répondu nombreux aujourd'hui à l'appel pour cet événement. Sachez que vous avez été jusqu'à 300 à nous regarder en même temps aujourd'hui. Le prochain Midi Conférence aura lieu le 20 avril et sera sur le thème du jeu pathologique. J'espère vous y retrouver. Je vous souhaite à tous une belle après-midi et à bientôt pour un nouveau Midi Conférence. Au revoir, mesdames. Au revoir. Merci.